OK, les filles, là, c'est du lourd. C'est honnêtement un des épisodes, mes épisodes préférés de tous ceux que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Puis je m'étais dit, dis jamais ça parce que t'aimes tous les épisodes, mais maudit que celui-là m'a chamboulé. Et là, je fais l'introduction après l'avoir tourné l'épisode, puis il va falloir que je le réécoute. On parle de psychologie périnatale. Donc, comment est-ce que on a notre mémoire de nos cellules, en fait? Comment est-ce que la grossesse, l'accouchement va affecter notre comportement après comme enfant, mais aussi comme adulte? Comment la psychologie de l'enfant a évolué au fil des dernières années? Quel impact ça a encore jusqu'aujourd'hui, en fait? Les croyances qu'on a pu avoir et les faits qui sont scientifiquement maintenant prouvés. Écoute, c'est un épisode incroyable. Je te souhaite de triper autant que moi, j'ai trippé à écouter mon invité Laurie parler de psychologie périnatale. Et sur ce, bienvenue au canal Vaginal. Bonne écoute et n'hésite pas à me partager ton feedback suite à cette écoute. Donc voilà, bonne écoute de cet épisode incroyable. Tous les jours, imperceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Laurie Vallée-Dallaire. Bonjour, Mélanie Claveau. Ça fait pas 2 heures qu'on est assis face à face après 2 heures de char. Oui, voilà. Non, on se retrouve et Voilà. pour un sujet fascinant. Fascinant. Et que j'avais hâte que tu m'en parles. Et que j'avais hâte de t'en parler. Il est tard vendredi soir en gang. Donnez-nous une chance. On va parler de psychologie périnatale. Ouais. What the fuck? La psychologie périnatale, c'est vraiment mon gros dada. Il y a le placenta, mais la psychologie périnatale, je trouve ça tellement fascinant. En fait, c'est une branche de la psychologie, si on veut, qui est, on va dire, relativement nouvelle parce que ça a débuté il y a au moins 50 ans. Il y a des premières théories, des premières études qui sont arrivées durant le 20e siècle, mais 50 ans, c'est long, puis c'est pas long en même temps. C'est encore une branche qui est méconnue, malgré tout. C'est toujours pas nécessairement enseigné dans les cours de psychologie à l'université. On va parler de psychologie périnatale du point de vue de la mère, mais moi, ce que je parle, c'est la psychologie du point de vue du bébé. Puis, en fait, la psychologie périnatale, c'est qu'on s'est rendu compte, ça a été inventé, en fait, pas inventé, mais ça a été découvert par des thérapeutes qui étaient psychologues, qui ont développé des techniques d'hypnose régressive, tout ça. Puis quand ils traitaient leurs patients, ils leur demandaient « Retournez à la première fois que vous vous êtes senti comme ça », comme X, Y, Z, la raison de leur consultation. Et encore et encore et encore, ils se sont rendus compte que ces gens-là régressaient dans leur période intra-utérine, dans leur naissance, dans leur première année de vie, mais aussi des fois à leur conception. Et là, ils se sont dit, waouh, c'est pas juste une personne, là, c'est beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui, encore et encore, puis une fois qu'ils allaient déloger ça, il n'y avait plus leur problème pour lequel ils venaient consulter. Ça se réglait parce que la blessure de base, ils avaient compris c'était quoi. On pouvait la traiter enfin. On pouvait la traiter enfin parce qu'on savait c'était quoi. Fascinant. Donc là, ils pouvaient aller chercher des outils pour comme guérir ça. Donc là, eux, ils se sont dit, wow, il y a vraiment quelque chose là. Puis depuis ce temps-là, il y a plein d'études qui ont été faites sur l'attachement, sur la conscience du bébé pendant la grossesse, sur l'impact de l'enfantement, de la naissance sur le bébé, l'impact des interventions, les traumas de naissance, l'accueil du bébé, l'impact de la séparation précoce. Il y a des choses qu'on sait d'une certaine façon. Il y a des choses qu'on sait plus de façon physiologique, si on veut. Mais d'un point de vue psychologique, on s'est aussi rendu compte que cette période-là, primale, qu'on peut appeler, elle a un impact à vie, en fait. C'est comme pour utiliser un anglicisme, des building blocks. C'est comme une fondation qui se crée chez nous dans notre perception du monde, dans notre perception des autres, dans notre perception de nous-mêmes aussi, qu'après ça, on va garder avec nous. Donc, même dans notre vie d'adulte, dans notre vie de travailleur, dans notre vie amoureuse, dans notre vie de parent, des fois, on peut avoir des comportements
qui découlent directement de la façon dont on a été accueillis, que ce soit dans notre estime de soi, que ce soit dans notre besoin de valorisation, que ce soit dans notre façon d'interagir avec les autres. Est-ce qu'on est quelqu'un qui a tendance à s'effacer? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a tendance à en faire trop? Des fois, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui n'était pas désiré à la conception, pendant la grossesse, la naissance, puis que là, il y a l'adaptation qui s'est créée, c'est si je me fais discret, puis que je donne aux autres, bien, on va m'accepter puis on va m'aimer. Fait que là, ces gens-là, dans toute leur vie, ils en donnent trop, puis on comprend pas pourquoi. On est comme, mais voyons, non, on prend jamais de temps pour elle. Pourquoi elle donne autant? Pourquoi elle est tout le temps en train de se dévouer autant que ça? Mais derrière, il y a une blessure, puis c'est un besoin d'acceptation. Je dis pas ça que c'est ça pour tout le monde. Je dis qu'il y a des gens qui ont ce comportement-là, puis que si on creuse, ça peut être ça. Puis toi, là? Moi, oui. Parce qu'on a parlé dans un autre épisode, Oui. mais je pense que c'est approprié de le renommer. Oui. Comment tu t'es formée pour être en mesure de savoir tout ça? Oui, moi, j'ai suivi une formation, ça s'appelle Pre- and Perinatal Psychology Educator, avec l'APA, c'est l'Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health. C'est une association américaine. C'est comme une certification que j'ai suivie. Je ne suis pas thérapeute. Donc, moi, je ne fais pas de consultation. Je ne vais pas dire aux gens c'est quoi leurs problèmes ou les suivre. Finalement, je ne suis pas psychothérapeute. Moi, je suis là pour éduquer. Éduquer sur ça existe. Ça, c'est des possibles. Ça, c'est comme ça qu'un bébé se développe. C'est comme ça qu'un bébé peut être affecté par son environnement, son accueil, X, Y, Z. Et c'est quoi vos pistes de thérapie? Puis on a-tu au Québec des gens qui sont formés puis qui peuvent nous traiter après que tu nous aies informés? Il y en a très peu. Comment qu'on fait pour les trouver? Faut vraiment demander. Par exemple, une des thérapies qui est beaucoup utilisée, ça va être, par exemple, l'hypnose régressive, parce que le but, c'est d'aller toucher à ces mémoires implicites-là. Parce que ces mémoires de début de vie vont se storer d'une autre façon. C'est des mémoires implicites, donc on n'y a pas nécessairement accès juste comme ça. Volontairement. Une mémoire explicite, c'est « j'ai mangé une banane il y a une demi-heure, je m'en souviens ». Mais une mémoire implicite, je peux pas me souvenir de même. Ah oui, il s'est passé telle affaire à ma naissance, puis là, je m'en souviens. Quand j'avais 2 ans, je suis tombée sur mon coccyx, mettons. Oui, c'est ça. Mais des fois, à 2 ans, on commence à s'en rappeler un peu plus. Là. C'est souvent là qu'on commence à switcher vers la mémoire explicite. C'est pour ça que pendant très longtemps, on a pensé qu'avant 2 ans, il n'y avait pas de mémoire. Sigmund Freud, entre autres, a eu cet effet-là. Lui, il parlait d'amnésie infantile. Il disait qu'avant 2 ans, on oublie tout. Puis, il a peut-être amené des belles choses, Freud, mais ça n'a pas été une belle chose. En sexualité féminine, je peux te dire qu'il en a dit des conneries. Oui, Freud, moi, des fois, je trouve qu'il a amené la notion de maladie psychosomatique et de tout ça, qui est intéressante. Mais l'amnésie infantile, cette notion-là a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort parce que ça implique qu'on peut faire ce qu'on veut. À un enfant avant 2 ans puis qui s'en souviendra pas. Comme l'opérer à froid. Comme l'opérer à froid. Sais-tu en quelle année que ça a arrêté, ça? Dans certains endroits aux États-Unis, ça a continué jusque dans les années 80. Mais me semble que c'était à ma naissance même, à 85. Là. Fait que, à mes souvenirs, il faudrait qu'on aille voir, mais pendant longtemps, on opérait les enfants à froid. Ouais, parce même s'ils hurlaient de douleur puis d'inconfort, on se disait qu'ils allaient de toute façon oublier, pas besoin de les rendre confortables. C'était pas juste qu'on pensait qu'ils allaient oublier, c'est qu'on pensait que leur cerveau était trop immature pour processer la douleur. Fait qu'on se disait vraiment... Petit cerveau, petite créature, cerveau immature, il peut pas comprendre que c'est de la douleur. S'il pleure, c'est juste un réflexe, puis il s'en souviendra pas anyway. Puis on pensait à cause de ça, que vu que c'était juste des réflexes, ce qui est totalement faux, là, on s'entend, que si on lui donnait de l'anesthésiant, il pensait qu'il y avait plus de risques liés à l'anesthésie que liés à la douleur de l'opération. Puis je peux-tu te conter quelque chose qui est vraiment très frais? Parce que là, à l'heure actuelle, ça fait pas longtemps. Mon gars, il est encore plâtré avec son plâtre Spica, donc d'en haut du nombril jusqu'aux 2 pieds pour une fracture de fémur. Et une des premières interventions, puis là, je vais en parler, mais c'est encore très frais. Puis je sais pas pourquoi j'en parle, mais je veux en parler. Une des premières interventions qu'ils ont fait, c'est la traction. Donc, ils ont mis un poids après le pied de mon garçon pour que les 2 morceaux d'os se réalignent. C'est mieux qu'une des plaques, des vis, une ouverture en chirurgie. Mais pour le faire, ils l'ont fait sous kétamine. Puis la kétamine, en fait, ça fait que tu deviens comme paralysé dans ton propre corps.
Et tu peux plus vraiment te défendre. Mm. Et mon gars hurlait de douleur. Il avait des larmes, il pleurait, mais il pouvait plus bouger. Oh my God. J'ai paniqué, puis on m'a vraiment pris pour une conne, puis ça, je leur en veux, je vais vraiment faire une plainte pour ça. Wow. Je leur disais, il est en train de souffrir. Ben non, maman, je peux te le dire, il dort. Il dort pas, Chris, il hurle de douleur. Ben non, maman, je peux te le dire, il sent rien. Comment il peut rien sentir s'il hurle de douleur? Mais non, ça n'a pas Comment tu peux autant être convaincu qu'il souffre pas quand il crie « Aouh » puis qu'il hurle qu'il a mal? Mais non. Puis ma fille, Mérédith, s'est fracturé le pouce, elle. Je suis en train de me dire, Colin, mais ben, on vit en montagne, hein, fait que c'est dur de faire du vélo en montagne. Puis elle s'est fracturé le pouce, puis c'était déplacé, elle aussi. Puis il a fallu, sous kétamine, lui replacer l'os aussi. Puis j'ai eu encore, tu sais, j'étais avec elle quand ça s'est passé. Puis Mérédith, ben là, elle a des mots. Puis elle disait... Ah, mais là, chez moi, mais j'ai mal. Puis elle était vraiment dans un état second à cause que la kétamine, ben, elle te rend un peu vraiment dans un état de transe. Puis après ça, elle a été traumatisée de ça, mais elle n'est pas capable de mettre des mots parce qu'elle n'avait pas sa conscience, mais elle a vécu la souffrance. Mm-hmm. Puis moi, je leur disais, elle a mal. Ben non, maman adore. Je commence ça qu'elle adore. Elle est en train de me dire avec des mots qu'elle souffre. Fait que ça, je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis en colère. Puis j'essaie de me ramener. Puis je suis super fâchée. Ah non, c'est... Moi, je peux pas croire qu'avec tout... Ça, je dis ça tout le temps, là. Avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on envoie des gens dans l'espace, on a quasiment des autos autonomes, on met des sommes astronomiques sur des affaires, pardonnez-moi, complètement inutiles. Tu sais, je veux dire, c'est intéressant, la conquête de l'espace, puis ça peut amener des données scientifiques, mais concrètement, dans mon tous les jours de santé, de prendre soin de quelqu'un, bon, oui, c'est là, tout ça, mais je veux dire, des sommes astronomiques là, sur des bidules puis des découvertes, mais on n'est pas foutu de développer des technologies qui vont diagnostiquer et traiter les bébés sans les faire souffrir. Tu sais, genre, je sais pas si ceux qui ont déjà eu des bébés prématurés ou qui ont déjà été en contact avec ça, ou un enfant malade, comme tu me racontes avec tes enfants, un nouveau-né, là, c'est vraiment, vraiment souffrant d'être en unité néonatale, là. Puis je sais qu'ils sont bienveillants, les infirmières, puis je sais qu'ils veulent le mieux, puis qu'ils font de leur mieux. C'est qu'on n'a pas les outils. Ça n'existe pas une machine pour scanner, il me semble comme dans Star Trek, là, tu sais, ils scannent, ils disent « Oh, t'as telle affaire. » Il me semble qu'avec toute la technologie qu'on a, là, avec un petit peu d'effort, on serait capable d'inventer ça. Quelque chose qui est capable de donner un diagnostic, de savoir que ce bébé-là, il a besoin de telle affaire, sans le piquer à toutes les heures, à toutes les 2 heures, à toutes les 4 heures. Puis là, ils échappent l'échantillon, il faut leur faire. Ouais. Ils ont perdu l'échantillon, il faut leur faire. On leur éclate les veines des mains, des pieds, dans la tête. Puis on les tient en riant. Puis là, on met un peu de sucre dans la bouche. Oh, il sentira rien, on met du sucre. Je suis désolée, là, mais je peux pas croire que notre priorité est aussi basse que ça pour prendre soin des personnes les plus fragiles de notre société. Avec toute la technologie, puis les bébés, surtout les grands prématurés, là, il y en a, ils sortent de l'hôpital, il faut leur réapprendre le toucher. Ben moi, j'ai eu un conjoint dans le temps qui a été prématuré, puis lui, ce qui l'a traumatisé dans cette période-là, c'est les gouttes dans les yeux. Et jamais de toute sa vie, même rendu adulte et conscient, on a réussi à y approcher les yeux. Il y avait ce besoin de se défendre-là qu'il était enfin capable de faire, qu'il n'y avait pas, puis c'est un traumatisme dans sa vie qu'il verbalisait. Ben oui, c'est sûr. Puis ça vient dans plein de... Ou par exemple, ça peut se manifester chez d'autres personnes, admettons quelqu'un qui est né par forceps. Si on n'a pas intégré ça, si on n'a pas été travailler ce trauma-là, la personne, ça peut faire des gens qui sont incapables qu'on s'approche de leur tête, qui sont incapables de porter un chapeau, même en plein hiver à moins 40. Puis là, on dit, c'est un peu anodin, là, comme exemple. Parce que, bon, concrètement, le pire qui va arriver, c'est qu'il va attraper le rhume. Mais ça fait que toute sa vie, les gens sont comme, voyons, il est donc bien innocent, il met pas de chapeau, fait moins 40, c'est quoi cette affaire-là? Il est pas capable. La sensibilité, là, puis le trauma qu'il y a là d'avoir été squeezé, puis d'avoir eu une douleur... D'être tiré par le crâne. Ça fait qu'il est incapable de tolérer qu'on lui touche la tête ou qu'on lui mette un chapeau.
Puis ça, c'est à un niveau plus sensoriel, mais il y a des comportements qui viennent plus au niveau comportemental. Comme je disais, un bébé prématuré, ils ont tellement... Tu sais, ils associent le toucher avec la douleur. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient les manipuler, c'est soit pour les piquer, soit pour les intuber, soit pour les tu sais, ponction lombaire même qu'on fait sur des bébés. Mais tu sais, moi, Manny, mettons, là, qui vient de vivre tout ça, il s'est mis à cracher sur les infirmières quand il approchait. Ah ouais? Peu importe pourquoi il approchait Manny, il leur crachait, comme un chameau, là, tu sais, comme bottant, il crachait. Puis il a fait ça par après aussi à la maison. Dès que quelqu'un d'autre que sa famille approchait, il crachait dessus, même à l'épicerie. Fait qu'il y a vraiment comme tu me piqueras pas, tu me serreras pas. Fait qu'il a vraiment développé... non, c'est fou. Puis personne va m'approcher, en fait. Ben non. Puis là, on fait le lien parce que ton enfant, il a 2 ans, puis tu vois le lien. OK, ça s'est passé il y a quelques semaines, puis tu vois tout de suite le lien cause à effet. Mais quelqu'un qui est rendu à 40 ans, puis qui a un comportement qui est lié à ça, on fait pas le lien. Que ça vient peut-être de sa naissance, que ça vient peut-être qu'il a été opéré quand il était petit, que ça fait quand il est né, ça vient peut-être de qu'il était non désiré ou... Je voudrais nuancer non désiré, là, by the way, parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui montent sur leurs grands chevaux, là. Oui, parce que sur TikTok, c'est facile de monter sur des chevaux. Moi, quand je dis non désiré, c'est un enfant qui est non désiré, non accueilli. Qu'on ne veut pas, qu'on rejette son existence. Un enfant surprise, il peut être non voulu au départ, puis là, ben, on décide qu'on veut le garder, puis on l'aime, puis on l'accueille. C'est pas les mêmes traumatismes. Parce qu'il y a peut-être un petit bout où on n'était pas sûr de le garder, puis après ça, on l'aime, notre enfant, puis on l'accueille, puis on est heureux de l'avoir avec nous. Quand je dis un enfant non désiré, là, c'est vraiment qu'on voulait pas qu'il existe. Puis qu'à la naissance, la mère l'a rejeté. Puis que peut-être après, on a fini par l'aimer ou pas. Mais puis il y a plein de choses aussi. Il y a plein de nuances. Il y a plein de nuances. Parce que tu peux l'aimer, ton bébé, puis avoir hâte de l'avoir, puis de le mettre au monde, puis de te dire c'est qui lui. Puis d'avoir justement pas d'amour. Puis ça, il y a de la façon qu'on met au monde aussi qui peut vraiment influencer ce lien-là. Oui. Puis ça, il y a beaucoup d'épisodes sur le sujet, mais on va quand même en parler. Fait que, tu sais, des fois, tu veux ton bébé, puis finalement, il naît, puis tu le rejettes. Des fois, ton bébé naît, puis c'est pas lui que tu rejettes, c'est ton premier enfant. Fait qu'il y a beaucoup de traumas qui peuvent se passer. Puis, tu sais, on se dit, je suis une bonne mère, je fais mon mieux, je les aime, puis ça apparaît pareil. Faut juste savoir quand que ça arrive, en fait, ça a un effet, puis qu'il y a des solutions après pour ramener les choses. Puis, par exemple, moi, Alison, c'est ce qui est arrivé avec elle. Donc, moi, Alison, quand elle est née, je veux en parler parce qu'on n'en parle jamais, puis je trouve ça vraiment important. Quand Alison est née, ben, elle a eu besoin d'aide pour respirer sur moi. Fait que, avec son cordon qui peut, j'ai été vraiment chanceuse. Puis moi, je voulais même pas l'allaiter. J'avais juste vu des gens autour de moi essayer d'allaiter, faire des dépressions. Fait que dans ma tête, l'allaitement, c'était une source de dépression. Fait que je voulais pas allaiter. Puis quand elle s'est mise à respirer, son réflexe a été venir au sein, elle est montée toute seule. Puis c'est devenu évident, je l'allaite. Mais ça a été long, la stabiliser. Elle a eu de la misère à respirer plusieurs jours. Puis à un moment donné, j'étais avec ma sage-femme, puis je la tenais toute nue parce qu'on venait de la peser. Puis j'avais ses 2 petites fesses dans ma main. Tu sais, quand les enfants... Oui, c'est tellement cute. Oh my God. Puis tu sais, ma sage-femme, elle me dit, tu sais, Mélanie, ta fille, là, elle est sortie d'affaires, puis elle va bien. Puis ça a été la première fois que je l'ai regardée. Puis j'ai senti pour la première fois l'amour arriver. Comme si je m'étais empêchée de l'aimer parce que j'avais peur qu'elle meure, en fait. Je voulais me protéger. Puis là, je me suis mis à l'aimer. Puis mon amour était tellement grand que c'était fusionnel. Et quand je suis devenue enceinte de ma deuxième, je me disais comment je pourrais aimer ma deuxième. Puis ma première, je l'aime tellement. Puis quand Meredith est née, c'est un petit bébé reflux. Donc, qui souffrait beaucoup, qui pleurait beaucoup. Et quand mon conjoint est retourné au travail, moi, Alison n'allait pas à la garderie, ma première. Quand Mathieu est retourné au travail, le jour de son retour au travail, j'ai dit, Mathieu, j'y arriverai pas. Je veux que tu restes. Puis il a dit, non, je dois aller travailler. Fait que j'ai été toute seule. Et ce qui s'est passé, c'est que mon bébé avait tellement besoin de soins que je me suis mis à juste m'occuper d'elle. J'avais pas la force de m'occuper d'Ali et Alison l'a vécu comme un abandon. Elle l'a vécu comme un rejet. Puis elle, sa réaction, elle aurait pu essayer d'avoir mon attention de plein de façons. Il y a plein de façons d'avoir d'attention. Elle a dit de la merde, elle a même pu
moi, je peux intéresser à elle. Puis quand que ma deuxième a eu 9 mois, je me suis dit, il faut que je ramène ça n'a pas de bon sens. On était tellement détachés que j'allais même plus l'aborder la nuit. Ça me tentait pas. Fait que là, j'ai consulté un psychologue, puis là, on a ramené ce lien-là. Puis là, Alison, on a un lien incroyable, puis elle est au courant de son histoire. On s'en est parlé, c'est important. C'est important. Mais j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'elle commence à être amie avec des enfants, puis que ça devient vraiment sérieux, puis tu sais, adolescente, tu as vraiment besoin de remplacer tes parents par des amis, à chaque fois, elle allait se saboter. Fait qu'à chaque fois que ça devenait trop gros, l'amour pour une autre personne, elle allait s'organiser pour que sa relation termine, puis recommencer avec quelqu'un d'autre. Pour pas être rejetée pour par pas l'autre revivre personne. la douleur qu'elle a vécue à cause de ce que moi, je lui ai fait bébé. Fait que là, on attend un psychologue pour ça. Mais c'est important, tu sais, je veux dire, d'être consciente. Puis je pourrais avoir de l'orgueil puis me dire, non, j'ai toujours fait ce que je pouvais, puis reprochez-moi rien. Mais la vérité, c'est que j'apprends aussi. Puis c'est de prendre conscience, en fait, puis d'après aller chercher les outils. Oui. Puis Alison, je lui ai dit, regarde, ça fait souvent que tu sabotes tes amitiés. J'ai l'impression que c'est ça. Tu es en train de reproduire parce que tu veux te protéger. Puis là, on en discute, puis on va voir. Mais tu sais, j'y souhaite à Alison une amie profonde, qu'elle aime pleinement, sans condition, puis qu'elle n'a pas peur de revivre la même douleur qu'elle a vécue quand elle avait 2 ans. Vraiment. Non, ça se manifeste de plein de façons, là. C'est fou. Puis, quand on en prend conscience, on peut s'aider, puis on peut aider nos enfants. Puis il n'est jamais trop tard aussi. C'est ça qui est important de savoir. On peut régler des choses 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Moi, quand je suis née, ça a été une naissance quand même difficile. Puis ma mère était tellement brûlée que j'ai pas eu le contact visuel tout de suite avec elle. Elle m'a comme pris, j'ai été baignée, puis j'ai été un petit peu en pouponnière. Bon, en plus, ça fait plus de 30 ans et je suis née à Bécomo, donc c'était pas nécessairement les ressources de la ville. Bonjour aux gens de Bécomo, mais cela dit, un hôpital de région en 1991, c'était peut-être pas ami des bébés, mettons, ou avec cette conscience-là qu'il fallait que les bébés restent avec la mère. Donc, j'ai pas eu ce contact visuel-là. Puis moi, pendant très longtemps, j'étais incapable de regarder les gens dans les yeux. C'est pas si grave, mais quand même. Ben moi, je suis comme ça, je peux pas regarder dans les yeux, puis ça fait que je me rappelle jamais des visages des gens. Ah oui? Fait que c'est dur pour moi aller chez Costco. Je me dis, d'un coup, quelqu'un me dit allô, j'ai jamais regardé. Puis, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie périnatale, comme doula, tout ça, on a commencé à regarder je regardais des films, je lisais des documents. Puis, ma mère, elle écoutait les choses avec moi parce que c'est quand même fascinant comme domaine. Donc, quand j'avais des trucs que je pouvais partager, on le partageait. Puis, à un moment donné, on a écouté un film sur ça, sur les traumas de naissance, sur la psychologie périnatale. Puis, après ça, elle était comme, waouh, mais on l'a pas eu, nous, le contact visuel. Puis, on a fait le lien. Je dis, c'est pour ça que je suis pas capable de regarder les gens dans les yeux. Puis là, écoute, on était en plein milieu de la cuisine un après-midi, on s'est jasé ça. C'était comme le lendemain qu'on a écouté le film. Puis on s'est regardé dans les yeux. Puis elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit « Pardonne-moi. » Vraiment. Puis elle s'est excusée de pas avoir pu être là au moment où j'en avais besoin quand je suis née dans les premières heures. On s'est pris dans les bras, on a pleuré une shot, puis maintenant, j'ai plus de problème à regarder les gens dans les yeux. C'est tout ce que ça l'a pris. Puis on peut le faire même... Là, j'avais 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Mais on peut le faire avec notre nouveau-né aussi. Puis moi, je l'ai fait avec ma fille aussi parce que ma fille est née d'une induction avec laquelle je suis maintenant en paix. Mais ça reste que c'était une induction. Ça reste que ça a été violent pour elle, même si ça s'est bien passé, même si je sentais qu'il y avait quelque chose qui restait. Elle avait les bras tout raides quand elle était bébé. Puis dès qu'on touchait à ses bras, elle pleurait. Il y avait quelque chose. Il y avait une rigidité qui était là, qui avait pas d'affaire. Puis à un moment donné, elle était tout petite. Elle avait peut-être 1 mois, 1 mois et demi. Puis j'ai dit, OK. Je me suis étendue avec elle dehors. Je lui ai parlé. Je lui ai raconté sa naissance. Je lui ai raconté ce que j'aurais aimé que sa naissance soit, ce que moi, j'avais visualisé, qu'est-ce que c'était mon intention. Puis je lui ai raconté pourquoi ça s'est passé comme ça. Avec tout mon amour, avec tout... Puis elle gazouillait, puis elle m'écoutait, puis elle était tellement attentive du haut de ses 5 ou 6 semaines. Elle était vraiment tout petite. Puis après ça, je le sentais plus, cette raideur-là, cette tension-là qui était là. Donc, on peut le faire vraiment tout petit. Puis il y a même des gens qui vont aller recréer le moment de la naissance un peu. On va avec les bêtes à l'assaut.
Les bains à la sauce, ça, c'est un truc. On en a eu un aussi. C'est vraiment un merveilleux outil. Puis en plus, quand la thérapeute, elle est à l'affût de ça, puis qu'elle sent qu'il y a peut-être quelque chose, puis les bébés vont nous l'exprimer. Hein. Ma cocotte n'était pas tant capable de se détendre dans le bain à la sauce. Puis elle a comme... Je pense qu'elle a eu peur qu'on soit séparés. Je pense qu'elle a eu peur, tu sais, qu'on la pousse, puis qu'on la... Puis à chaque fois qu'on la séparait de moi, elle pleurait. Pendant 1 mois, il n'y a personne d'autre qui était capable de la prendre que moi. C'était comme, elle n'avait pas eu... Mais en fait, c'est qu'on l'a brusqué. On l'a brusqué. On en parlait hors honte parce que moi, ma deuxième, elle a été provoquée aussi. Oui. Puis c'est une petite fille que dès qu'on lui donne une consigne simple, elle va être en résistance. Ouais. Donc, de l'opposition. Fait que, tu sais, si on lui dit, OK, c'est l'heure de s'habiller, on s'en va au parc, je ne m'habillerai pas. Tu sais, c'est tout le temps compliqué, là. C'est un pattern qui est tellement commun. Les provoqués. C'est chez les enfants provoqués. Eh bien, ça, attends. Oui. Les filles qui nous écoutent, si vous avez des enfants plus âgés qui ont été provoqués, donc l'initiation du travail, c'est fait par hormones de synthèse et non pas spontané. Dites-nous si c'est ce que vous avez vécu avec votre enfant, de l'opposition comme ça, ou c'est compliqué un peu. Là, ça peut être de l'opposition, ça peut être quelqu'un qui prend juste vraiment trop son temps. Oui. Tu sais, l'enfant, il est en train de s'habiller, mais... C'est... En plus, nous, elle a développé une passion de maquillage, c'est comme de l'art, là. Puis là, il faut qu'elle se maquille. Hey, je te dis, là, c'est l'enfer sortir Meredith au parc. Fait que c'est long. Mais ça, c'est un pattern parce qu'on n'a pas respecté son rythme. La fois qu'il fallait respecter son rythme, on a une séquence dans la naissance. La séquence, il va y avoir une initiation. C'est comme dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie, c'est tout le temps une séquence. Il va avoir une intention. Donc, je veux faire telle chose. Je suis prêt à naître. Après ça, il va avoir une initiation. Donc, le travail va commencer, le travail va s'enclencher ou dans la vie, tu sais, on va commencer à se préparer, on se met en mouvement. Puis après ça, ben il y a une descente. Il y a le bébé qui descend, il y a un avancement du travail, il y a comme le gros du travail qui se fait. Puis après ça, il y a comme la complétion, la finale, la poussée, les derniers 1000. Puis après ça, il y a comme la naissance, la complétion, si on veut. Et ensuite, il y a l'intégration, où on intègre ce qu'on a fait. Puis si cette séquence-là n'a pas été respectée dans la naissance, peu importe la raison, des fois, c'est des raisons médicales, puis après ça, on peut aider l'enfant à intégrer. Je reviens là-dessus. Puis, on peut revivre cette séquence-là. En fait, on revit cette séquence-là à chaque fois qu'on entreprend quelque chose dans notre vie. Fait que si, comme on disait, la personne, elle a été induite ou, par exemple, une césarienne programmée où c'était pas le timing que la personne voulait, bien, ça peut faire des gens qui ont soit pas d'initiation, pas d'initiative dans la vie, qui vont jamais entreprendre par eux-mêmes des choses ou qui vont résister quand on les tire à entreprendre quelque chose ou à partir ou à bouger ou parce qu'ils ont besoin fondamentalement qu'on respecte leur rythme. Il y a d'autres cas, par exemple, si c'est quelqu'un qui a été, par exemple, sorti par césarienne d'urgence en plein milieu de travail. Lui, il va être capable d'initier. Il va être capable d'initier, il va être capable de commencer son projet, tout ça, commencer, puis à un moment donné, il frappe un mur. Puis là, il a besoin d'aide. Ou il va s'esquiver puis attendre que les autres le fassent à leur place. Ou on connaît tous des gens comme ça qui ont tendance à pas finir les choses ou qui abandonnent en plein milieu de parcours ou qui ont toujours besoin qu'on les aide. Ou à l'école, dans le travail d'équipe, à un moment donné, il y en a un qui travaille plus. Mais des fois, ces gens-là, c'est parce que leur séquence, elle a été interrompue en plein milieu. On les a sortis. Peut-être parce qu'ils avaient besoin d'aide, mais quand même, on les a sortis en plein milieu du processus. Puis ça fait que là, ils ont besoin. Il y a un témoignage aussi d'une sage-femme qui s'appelle Jane Hardwick Collins, qui est super intéressante. Je vais en reparler dans le truc sur le ménage, parce qu'elle parle ça, tu sais, tous les livres, les reportages, je sais que tout le monde va me poser les questions. Il va falloir que tu me donnes les liens. On va les mettre en dessous des vidéos. Mais elle aussi, j'ai regardé une conférence avec elle, puis elle aussi parlait de sa séquence de naissance. Puis elle a eu un médicament. Sa mère c'est une personne qui a... je sais pas, dans 60, 70 ans, là, aujourd'hui, peut-être un peu plus. Puis, sa mère a été anesthésiée, comme droguée, en plein milieu de la naissance. Puis elle a remarqué dans sa vie que quand elle entreprend quelque chose, au début, elle est motivée, elle a de l'énergie, puis à un moment donné, elle devient comme engluée
Puis elle arrive comme plus à mettre ses idées en place, puis elle arrive plus à avancer, puis elle perd toute motivation. Puis à un moment donné, elle a fait le lien. Elle dit, à un moment donné, moi, j'ai reçu ces médicaments-là comme bébé, je suis devenue comme zone out, droguée, machin. Fait qu'elle a perdu la motivation de naître aussi, si on veut. Puis là, maintenant qu'elle sait ça, ben maintenant, elle sait que ça lui prend un temps d'intégration, qu'elle prend une pause, qu'elle dépose son travail, puis elle y revient plus tard quand la motivation revient, plutôt que d'abandonner, par exemple. Des fois, ça va être dans l'intégration. Par exemple, quelqu'un qui, admettons, comme moi, qui a été enlevé, qui a été mis en pouponnière, qui n'a pas eu ce moment de tissage avec les parents, le peau à peau, le contact visuel, tout ça. Puis là, c'est comme, t'es fier d'être né, mais là, t'es pas vraiment célébré. Tu t'attends à être célébré, à être accueilli, tout ça. Puis ça peut faire des gens qui sont pas capables d'être fiers d'eux après avoir complété quelque chose. Puis les gens sont comme, hey, regarde, qu'est-ce que t'as fait, hein? Ouais. Ils vont essayer d'éviter le spotlight parce qu'ils sont pas à l'aise dans le spotlight. Ouais, c'est comme se célébrer, c'est comme parce qu'ils n'ont pas senti cet accueil-là ou cette célébration-là quand ils sont nés. Bienvenue sur Terre. Ouais. T'as réussi, bébé. Hey, bravo, t'es né, yes, t'es bienvenue, bébé. T'es trop beau, je t'aime. Fait que ça peut faire... Il y a toutes sortes de patterns qui peuvent se présenter. Puis quand on a conscience de ça, parce que Dieu sait que ça peut arriver des complications, puis quand on a conscience de ça, aussi comme professionnel de la santé, de conscience aussi des gestes qu'on pose sur une femme qui enfante, sur un bébé, on peut le faire avec conscience en accompagnant puis en leur expliquant ce qui se passe. Par exemple, il y a un médecin japonais qui s'appelle le Dr Ikegawa qui a fait beaucoup de recherches sur la psychologie périnatale. Lui, son dada, c'est vraiment les mémoires prénatales. Donc, il recueille des témoignages d'enfants qui, eux, n'ont pas oublié. Parce qu'il y a des gens qui n'oublient pas ces mémoires-là de naissance, même d'incarnation, même de comment la naissance s'est passée, la grossesse. Il y a une fenêtre souvent entre 3 et 5 ans où les enfants vont nous manifester des mémoires. Puis des fois, c'est hors contexte, puis on comprend pas, puis on pense qu'ils nous racontent n'importe quoi, mais quand on porte attention, des fois, ils sont en train de nous raconter leur naissance. Puis quand on commence à en parler, les gens sont comme « Ah ouais », puis ça m'est même déjà arrivé dans des parties d'amis. On se met à parler d'enfantement, puis la petite fille de 5, 4 ans, 3 ans, « Ah oui, moi, telle affaire », mais elle dit quelque chose qui a un peu pas rapport, genre « Ah, moi, je travaille très fort », puis elle s'en va. Je suis comme, elle vient nous parler de sa naissance. Elle vient nous dire qu'elle a travaillé très fort pour naître. Ou moi, je suis morte noyée dans une autre vie. Et puis, tu sais, ça, là, les parents, tu sais, moi, je suis beaucoup sur TikTok parce que je le consomme. Puis, tu sais, vraiment, j'ai créé un algorithme très agréable. Puis, ça, souvent, les parents vont filmer leur enfant en train de leur raconter une ancienne vie, mettons, puis ça fait peur, là. Oui. Fait que ça pourrait être... Oui, donc bref, pour finir ma parenthèse, le Dr Ikegawa, lui, recueille ces mémoires-là. Puis il y a beaucoup de mémoires prénatales des enfants qui racontent comment ils ont choisi leurs parents même, tout ça. Wow! C'est vraiment fascinant. Puis lui aussi, c'est un médecin qui pratique, là. Il pratique des enfantements, il aide les femmes à enfanter. Donc, puis il racontait que lui, à un moment donné, il a pris conscience que les interventions qu'il fait peuvent avoir un impact, peuvent causer un trauma. Puis il a commencé à accompagner les bébés pendant qu'il faisait ces interventions-là. Donc, parce qu'on s'en fout des intentions. Il faut penser aux impacts. Oui. Peu importe comment tes intentions sont nobles, on s'en calisse. Oui, c'est ça. On veut les impacts. C'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience puis qu'on assume, gang. Ouais. Fait que là, lui, il a catché qu'il y avait un impact. Lui, il a catché qu'il y avait un impact. Fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé avec une femme en train d'enfanter, puis que le bébé avait besoin d'aide. Des fois, ils ont besoin d'aide. Puis il a pris des forceps, mais il a juste pris 1 minute, là. C'était pour accompagner le bébé là-dedans. Puis là, il a parlé au bébé, il s'est connecté au bébé, puis il a dit, écoute, bébé, t'as besoin d'aide. Là, tu es en détresse. Je suis là pour t'aider. Ça ne fera pas du bien. L'intervention que je vais te faire, ça va te faire mal. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Bear with me, là, pour utiliser un anglicisme. Reste avec moi. Ça va prendre peut-être 1 minute, ça va faire mal, mais tu vas voir, tu vas être sortie, tu vas être sur ta maman, puis on va t'accueillir. Puis il l'a accompagné, il a fait le forceps, il a sorti le bébé. Ce bébé-là, il n'y avait aucune séquelle, là. Plusieurs années plus tard, il l'a vu jouer. Puis un enfant qui a un traumatisme comme ça, il va pas comme... Il va avoir peut-être des difficultés à passer sa tête dans des trucs ou parce qu'il y a une sensibilité qui reste. Puis cette femme-là est revenue après pour un 2e suivi. Puis il a vu ce petit garçon-là dans sa salle d'attente qui était rendu à 2 ou 3 ans, qui jouait à naître. Puis il passait entre les pattes de ses parents, puis en riant, tu sais, puis il était comme « Wow, cet enfant-là, il n'y a pas de trauma. »
Puis c'est parce qu'il l'avait accompagné. Il l'avait fait avec conscience. J'aimerais ça encore. Je sais pas, ça fait-tu 2 fois que je le demande? Je leur demande au cas où, OK? S'il vous plaît, les filles qui ont vécu les forceps ou même les ventouses, est-ce que vos enfants ont de la difficulté avec les chapeaux? Chapeau, col roulé, manipulation de la tête, Mettre le toucher la chandail. tête, mettre le chandail. Par le front au lieu du bout de tête, là? Ouais. Comment qu'ils filent? Sont-ils tout croches? Hey, je veux vraiment savoir. Pour vrai, on se part une étude en commentaire YouTube, là. Let's go. Puis il y a plein de trucs comme ça. Des fois, on dit, par exemple, les bébés qui naissent, qui se présentent par le siège, qui naissent par le siège, ça peut être des gens qui ont tendance à faire les choses de reculons. OK? J'ai déjà évoqué ça à une mère, puis elle a dit « Oh my God, ma fille est exactement comme ça. Sa fille est née par le siège. » Donc, c'est pas tout le monde, mais c'est des tendances à. Puis des fois, ça permet de se reconnaître, de se comprendre, d'aller aussi guérir ça aussi, d'aller chercher de l'aide si on a besoin d'aide. Mais déjà, juste une mère avec son enfant, d'en prendre conscience, d'en parler, de se pardonner, de s'expliquer, ça peut déjà faire un gros morceau du travail. Puis des fois, si on a besoin d'un peu plus d'aide professionnelle, on peut aller le chercher aussi. Mais c'est vraiment complètement fou. Puis quand on commence à rentrer dans les mémoires cellulaires, je suis en train de me mettre à jour justement pour mes formations. Puis j'ai regardé une conférence du Dr. Thomas Verney, qui est un des fondateurs d'ailleurs de l'APA. Il a écrit un livre, ça s'appelle The Embodied Mind. Puis il parle de toutes les nouvelles découvertes sur la mémoire cellulaire puis sur le corps. Puis on se rend compte en fait que non seulement il y a le cerveau, puis non seulement le cerveau n'est pas nécessairement ce qu'on pensait, parce que justement, je disais au début, on pensait petit cerveau, petite conscience, pas de douleur, mais c'est pas vrai. Le bébé ressent autant, sinon plus fort, la douleur qu'un adulte. Il n'a pas appris à la moduler. Non, puis ses nerfs sont tout frais, là, tout neufs, là. Donc, puis d'ailleurs, une autre petite parenthèse, moi, j'étais scandalisée en 2017, c'est récent, là. Il y a un article qui a paru, je pense, dans la presse. Nouvelles études, nous avons maintenant la preuve qu'un bébé ressent la douleur. J'étais comme, tu me niaises, là. On était en 2017. J'étais comme, je peux pas croire qu'en 2017, c'est encore des nouvelles. Puis on parlait de douleur physique, là. L'article parlait même pas de douleur psychologique. C'est la cartographie neurologique du vagin, c'est comme en 2004 qu'elle a été faite. Je veux dire, pendant quasiment... jusque-là, en fait, on croyait qu'un vagin, c'était inerte et passif, là. Ouais. Et ça a encore des répercussions aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on va faire des biopsies utérines à froid. Ah, c'est vrai. Encore aujourd'hui, on va te planter 2 languettes de métal dans le col pour le stabiliser, pour te rentrer un stérilet à froid. C'est violent, là. Non, c'est violent. Je veux dire, on sait enfin qu'un vagin, on le sent. Ouais. Mais encore, la croyance qu'on n'a pas besoin d'aide médicamenteuse ou pour faire des interventions violentes. Juste une femme qui dit « Ah, c'est pas assez ». C'est pas assez. C'est pas assez. Non, parce qu'on le croit pas. Mais non. Comme mes enfants ou mon garçon C'est ou ça. ma fille qui Ou était sous kétamine, ouais. qui hurlait de douleur, puis on disait « Non, il n'y a pas mal. » C'est pareil. Mais non. Ou un nouveau-né. Tu pinces un nouveau-né, il pleure. Tu le mets tout nu dans le froid, il pleure. Ils sentent, là, ils ont un système nerveux fonctionnel. Mais que ce soit des nouvelles en 2017, j'en revenais pas. Puis là, on n'est même pas rendu dans la conscience, la psychologie, les émotions, le fait que le bébé peut ressentir nos émotions pendant la grossesse, peut savoir. Un bébé, là, dès le début de la grossesse, il sait s'il est désiré. Il sait il sait c'est quoi les émotions de sa mère, il est en fusion avec. Il y a une étude super intéressante qui a été faite à un moment donné avec des femmes enceintes pour voir comment le bébé réagissait aux émotions de sa mère. Puis, ils ont pris 3 groupes. Un groupe, c'était des femmes qui écoutaient le film Sophie's Choice. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le film Sophie's Choice, c'est un film extrêmement difficile à regarder. Ça se passe dans les camps de concentration, c'est avec Meryl Streep. Puis on demande à une mère de faire le choix entre ses 2 enfants, lequel qui doit mourir, puis si elle ne fait pas de choix, elle tue les 2. Donc, c'est atroce à regarder, là, on s'entend. Là. C'est sûr que tu as des émotions très, très fortes en regardant ça. Donc, en fait, ils ont fait écouter ça à des femmes enceintes. Bon, c'est pas tant une bonne idée, mais bon, bref, c'était une étude. Premier groupe, ils l'écoutaient avec le son, puis le bébé entendait le son, tout ça. Ils mesuraient les mouvements fétaux, le cœur, tout ça, puis la mère aussi, ses impressions. Et le deuxième groupe, la mère écoutait le même film, mais avec des écouteurs. Donc, le bébé... son seul stimulus sensoriel par rapport au film, c'était à travers les émotions de la mère. Et le 3e groupe regardait un documentaire sur la fondation d'une ville en Australie, un truc super plate, là. Puis ils ont mesuré... Qui peut être quand même douloureux à écouter.
d'une autre façon. D'une autre façon, ouais. Puis ils ont mesuré, en fait, les réactions, puis les données, en fait, étaient suffisantes pour constater que les bébés, même sans le son, réagissaient aux émotions de la mère qui voyait un film difficile à regarder. Puis l'autre chose qu'ils ont trouvé intéressante, c'est que le descriptif que les femmes faisaient par rapport à leur impression de la réaction de leur bébé corrélait avec les tracés. Donc, le bébé est aussi à l'écoute de la mère que la mère est à son bébé. Donc, Puis ça, là, c'est vraiment intéressant. Là, parce que, mettons, on va en parler. Parce que, oui, tu sais, ils disent « stressez pas Oui, ». Quand t'es stressé, arrête de stresser. oui, t'sais. c'est ça. Comment pas aider avec des phrases comme ça? Moi, par exemple, je l'ai été enceinte de ma deuxième, Mérédith. J'étais en détresse, puis je comprenais pas ce qui m'arrivait, puis j'ai vraiment fait une grosse dépression. Puis Mérédith me flattait dans mon utérus, comme si elle avait la charge de me réconforter. Et quand elle est née, elle continuait à me flatter. Puis elle va être très, très affectée par les émotions autour d'elle, puis elle se sent responsable d'aider les gens quand ils sont en détresse. C'est triste, hein? C'est triste, mais c'est fascinant en même temps. Oui. Wow. Puis, je voudrais juste aussi... Parce que, je veux dire, on m'aurait dit, arrête d'être en dépression. C'était gros, il aurait fallu que je oui, consulte. c'est ça. Là, j'avais mon médecin, mes médicaments, mais j'avais pas derrière, tu sais, je veux dire, là, maintenant, j'ai fait un processus psychologique qui m'a fait comprendre pourquoi que ça m'est arrivé. Effectivement, ça aurait été évitable, mais sur le coup, je veux dire, arrête d'être en dépression, OK. Oui, c'est ça, ça se fait pas de mal. Fait que, je veux dire, quand tu vis quelque chose de gros comme ça, tu peux pas t'empêcher de le vivre. Puis, tu sais, oui, c'est plate. Oui, il y a des choses à faire, mais en même temps, il y a toute chose a son temps aussi. Oui. Il faut être rendu là. Puis moi, j'étais peut-être pas rendue là enceinte de Mérédith. Il a fallu que je sois prête pour l'adresser. Puis on est bonne pour se sentir coupable, hein, comme mère. Ben, c'est parce que c'est ça, j'ai peur, ça très fasse parce que bonne. c'est gros. Ouais. Puis, tu sais, après ça, on culpabilise. Hey, j'étais en dépression Ouais. ou je l'ai pas aimé mon enfant ou si, ça, puis on se dit, Colin, effectivement, c'est poche. Oui. Puis il y a un truc que je dis tout le temps, moi, c'est comme mon disclaimer là, quand je commence des formations, c'est ça se peut que des choses que je dise dans les traumas de naissance, dans les impacts, dans tout ça, ça se peut qu'il y ait des choses qui vous fassent sentir coupable. Mais la culpabilité, là, c'est un mot qui signifie d'avoir voulu causer intentionnellement du tort à autrui. Je pense pas qu'il y a aucune mère qui veut intentionnellement causer du tort à son enfant. Donc, on fait tout du mieux qu'on peut avec les outils puis le bagage qu'on a au moment où on est là dans notre vie. Après ça n'empêche pas de prendre conscience que peut-être notre enfant a une blessure puis de faire ce qu'il faut pour l'aider puis l'accompagner puis réparer, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que notre enfant y est né. Mais arrêtons de juste s'arrêter à la culpabilité. C'est désagréable. C'est désagréable. Puis aussi, c'est pas le bon mot. On utilise ce bon mot, mais c'est pas le bon mot pour exprimer ce qu'on ressent. Parce qu'on n'a pas voulu intentionnellement causer du tort à notre enfant. Mais on a eu cet impact-là pareil. Mais on a eu cet impact-là. Fait qu'on est responsable. On est responsable de l'aider. On est responsable de l'accompagner. Puis, je vais juste finir ma parenthèse sur ma mémoire cellulaire parce que je trouve ça tellement intéressant. J'allais te ramener sa mémoire cellulaire. Oui, c'est ça. J'ai parlé de Thomas Verney. Là, mais puis... on peut-tu une dernière affaire? Oui. Une dernière affaire. Après ça, je te jure, on y va dans la mémoire cellulaire. C'est promis, parce que j'ai hâte que tu en parles. Là. Tu m'en as un peu parlé, puis j'ai hâte t'en parler vraiment. Mais mettons, une mère, justement, là, qui a vécu un mort-né. Oui. Une morte-naissance, puis qui retombe enceinte, puis qui est bien stressée, puis qui ne s'attache pas à son bébé durant la grossesse parce qu'elle a peur qu'il décède, ça pourrait avoir quel impact après? Bonne question. Ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Ça dépend aussi, c'est quoi la prise de conscience que cette personne a aussi. Est-ce que la personne est dans le déni? Est-ce que cette personne-là est dans la peur? Est-ce que cette personne-là est dans l'émotion? Je ne suis pas thérapeute non plus, mais c'est sûr que ça va avoir un impact sur sa grossesse subséquente. Puis souvent, ça va se manifester par se bloquer du bébé. Et donc, le bébé qui va se sentir moins accueilli, peut-être, moins parce qu'on a peur. Mais je pense que ce qui serait important dans ces cas-là, c'est d'y parler au bébé puis de les nommer, ces choses-là. Dans tous les cas, c'est important d'y parler au bébé. Dans toutes les situations. Mais là, ça peut être parce qu'il est désiré, cet enfant-là.
C'est sûr qu'il est désiré. Mais de lui parler puis de lui exprimer sa peur puis son ressenti, puis aussi comme dans n'importe quel stress, aussi comme dans n'importe quelle passe difficile qu'on peut vivre enceinte ou avec un tout petit bébé, on peut pas s'empêcher de vivre des émotions, de vivre des stress, de vivre des deuils, mais de parler au bébé puis de lui dire que c'est pas sa responsabilité, puis de lui expliquer qu'est-ce qu'on vit, puis de lui dire tu es aimé, tu es accueilli. En ce moment, maman a vu ça. C'est difficile pour moi. Tu n'es pas responsable. Ouais. Je suis une grande fille, je vais gérer mes émotions. Ils comprennent tellement plus. Puis c'est tellement mieux de faire confiance à leur intelligence à tous les niveaux d'âge que de laisser pas comprendre les émotions qu'ils vivent. Fait que ça, moi, j'aime vraiment l'idée qu'on parle à nos petits, là, ça peut aller loin. Mais là, c'est vrai, parle-nous de mémoire cellulaire. Oui. Je vais finir ma parenthèse. Mais c'est ça, on découvre des choses vraiment fascinantes sur la mémoire cellulaire dans les dernières années. Justement, que notre cerveau, en fait, il est dans tout notre corps. On le sait depuis quelques années, le lien avec l'intestin, que, tu sais, si on a des problèmes intestinaux, ça peut causer des problèmes de comportement, par exemple, ou ça a vraiment un impact. On le sait maintenant, là, de gut-brain connection. Là. Mais maintenant, c'est pas juste l'intestin, c'est tout notre corps. Toutes nos cellules ont des fonctions aussi. Pas neurologiques, mais quasiment. Puis on n'arrive pas exactement à comprendre le processus qui est là. Puis dans ce livre-là, The Embodied Mind, il cite des cas qu'on comprend toujours pas. Comme par exemple, un cas, c'est un homme de 40 ans. C'est répertorié, là, ce cas-là. L'homme de 40 ans, marié, des enfants, travailleur civil, consulte à l'hôpital pour un problème dans sa jambe. Je pense que sa jambe a shaké ou quelque chose comme ça. Puis là, ils ont fait un scan de cerveau pour se rendre compte que cette personne-là était gravement hydrocéphale. Oh! Il y avait comme quelque chose comme même pas 10% de matière grise comparé à un adulte normal, puis tout le reste, c'était de l'eau dans sa tête. Puis ça, si on regarde ça sur un scan, selon les croyances qu'on avait avant, ce serait une personne légume. Ce serait une personne qui a aucune compétence de vie. Ce gars-là, il a 40 ans, il a une femme, il a des enfants, il a une job. Une vie normale. Incroyable! Un QI average, là. Il est fonctionnel, là. Il est pas niaiseux, là. Incroyable! Puis on comprend pas, puis on commence à se douter qu'en fait, c'est tout son corps qui pâlit pour son cerveau. Ben, il y a des enfants qui naissent pas de cœur. Puis c'est leur corps qui fait le cœur. C'est fou, hein? Puis il y avait un autre cas d'hydrocéphale aussi dans la même lignée qui racontait le gars a 150 grammes de matière grise, 125 de QI, génie en mathématiques. Incroyable. Fait qu'on est en train de tout révolutionner nos croyances sur ce que c'est le cerveau, ce que c'est le corps humain, ce que c'est nos compétences cognitives. C'est vraiment, vraiment fascinant. Puis donc aussi, si le cerveau est dans tout le corps, bien, si on est juste une cellule, on peut avoir de la mémoire aussi. Si on est juste un ovule, si on est juste un spermatozoïde, si on est juste un zygote qui est un paquet de quoi? 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48. Tu sais, les petites cellules du début peuvent déjà absorber des mémoires, absorber de l'expérience sur ce qui se passe. Puis, si tu rajoutes une autre couche, toutes nous, on a été dans les ovaires de notre mère pendant que notre mère était dans la ventre de notre grand-mère. Donc, techniquement, on a aussi vécu la gestation de notre mère et sa vie. Donc là, on rentre dans les mémoires transgénérationnelles, tout ça, mais on a une explication physique, physiologique pour ça, là. Il y a aussi des explications spirituelles, mais là, on a une explication physiologique. C'est vraiment, là, tellement fascinant. Donc, on peut plus dire qu'un bébé ne peut pas avoir d'expérience ou de mémoire ou de sensation ou d'émotion avant la naissance. Puis tu me parles aussi de ta fille qui fait de l'opposition. Là, ma fille aussi, si j'appelle son nom, elle vient pas me voir. À moins qu'elle en ait vraiment envie. Mais si elle est en train de faire quelque chose, puis je dis « Hey, fais pas ci, hey, fais pas ça, viens donc me voir. » Bébé provoqué. C'est ça. Donc, non, c'est vraiment, là... c'est un sujet qui est vraiment vaste, qui est vraiment fascinant, qui a tellement d'histoires, qui a tellement d'études de cas à faire. Puis il y a tellement de travail à faire encore. Puis moi, des fois, dans mes formations, j'ai des psychologues qui viennent puis qui n'ont jamais vu ça, puis qui sont comme « Oh my God, ma pratique vient de changer. » Parce que selon moi, la première question qu'on devrait poser à quelqu'un quand on est thérapeute, surtout quand on est en psychothérapie ou en thérapie plus émotionnelle ou même dans la santé, là, mais comment t'es né? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis
Puis on devrait tous questionner notre mère, puis questionner sur comment on est né. Puis ceux qui n'ont plus de mère, je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez faire venir votre dossier de naissance. Si votre mère est plus là ou pas en mesure de vous l'expliquer, moi, je l'ai fait. J'ai fait venir mon dossier, là, je sais tous les détails de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été... c'est super intéressant. Puis ça nous permet d'en savoir plus sur nous, ça nous permet d'en savoir plus sur ce qu'on a vécu, puis ça permet d'aller peut-être mettre un baume sur certaines choses aussi. Puis moi, comme physio du périnée, j'ai besoin de savoir si vous avez rampé. C'est bon pour le périnée. Fait que sachez donc ça. Oui! Hey, c'est tellement fascinant. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce que tu voulais nous dire. Il y a plein de choses à dire, mais on a quand parce même que beaucoup t'as une formation de choses. de 2 jours oui, c'est ça. là-dessus. J'en parle pendant 2 jours de A à Z dans ma formation. En fait, comme j'expliquais, je sais pas si j'ai expliqué un peu, mais il y avait rien en français. En fait, quand j'ai terminé ma formation de l'APA, au départ, je l'ai faite comme doula pour mieux pouvoir accompagner mes familles, pour pouvoir les sensibiliser à ça, pour pouvoir leur donner des outils pour mieux connecter avec leur bébé, parler avec leur bébé, mieux l'accueillir, pourquoi, comment, quand. Puis si on vit des traumas, oui. l'avoir en tête pour éventuellement l'adresser quand on n'est pas en mesure de le faire sur le coup. Oui, exactement. Parce qu'on a le droit d'être stressé, tu sais. Oui, ça arrive. Bon. Ça arrive dans notre monde stressant. Je comprends pas pourquoi. Oui. Puis, il y a des études aussi qui ont... des études. Dans un des livres de Thomas Verny, un autre livre, il y a un cas, entre autres, d'un bébé qui a vécu une grossesse extrêmement horrible. Tu sais, comme... la mère, le père a quitté la mère pendant la grossesse. Après ça, ils se sont rendus compte qu'elle avait un cancer. Ils l'ont suggéré d'avorter. C'était déjà une mère qui avait un âge maternel un peu avancé, puis elle savait qu'elle n'aurait pas d'autres opportunités. Fait qu'elle a décidé quand même d'avoir son enfant. Malgré tout ça, son enfant, il n'a pas gardé de séquelles. Parce que dans tout ce processus-là, l'amour, puis la connexion, puis le désir de cet enfant-là, il était là. Fait que l'attitude qu'on a envers notre enfant à naître, il est aussi important, sinon plus, que juste ce qui se passe autour. Donc, c'est important aussi de juste si on lui parle, si on le rassure, ça va déjà faire une grosse différence. Puis où est-ce que j'en venais? Oui, c'est ça, dans ma formation, il n'y avait rien en français. En psychologie périnatale, tous les documents, il y en a un petit peu en français. Il y a quelques livres, ça commence. Mais moi, je voulais pouvoir en parler à la francophonie. Je voulais pouvoir en parler au Québec. Donc, j'ai traduit des choses. J'ai vraiment tout écrit une formation. On part de la préconception, on parle de deuil, on parle de grossesse, on parle de bonding, on parle d'enfantement, on parle des impacts des interventions, on parle de qu'est-ce que ça peut faire à long terme, la façon dont on est né, de pistes de réflexion pour certains comportements qu'on peut avoir à l'âge adulte, certains mécanismes de protection qu'on peut avoir aussi. On parle du postnatal, on parle justement de la création du lien d'attachement, du pot à pot, de l'allaitement, de tout ça en lien avec l'accueil du bébé. On parle des situations particulières, les jumeaux, les prématurés, l'adoption aussi, les mères porteuses. C'est quoi les impacts que ça peut avoir au niveau de la psychologie de ce bébé-là dans ses premiers mois de vie. Puis comment faire pour mieux les accompagner, ces enfants-là. Puis des pistes de thérapie aussi pour ceux qui ont envie d'aller chercher plus loin, d'aller chercher de l'aide. Donc, voilà. C'est tellement nouveau. Oui, c'est nouveau puis c'est pas nouveau en même temps. On a parlé de Freud tantôt. Il y a un de ses étudiants qui s'appelait Otto Rank qui a écrit un traité dans les années 1920. Ça s'appelait « Le traumatisme de la naissance ». Puis il émettait une hypothèse qu'on pouvait avoir un traumatisme de notre naissance. Il l'a offert à Freud comme cadeau. Puis Freud a dit que c'était de la bullshit. Fait que ça a comme jamais vraiment sorti sur le coup. Parce que comme le grand Freud n'approuvait pas, c'est comme tombé dans l'oubli. Ça finit là. Mais ça fait 100 ans là, qu'on a déjà des réflexions là-dessus. Ça fait les premières études sur le bonding, sur le lien d'attachement, c'est juste arrivé dans les années 60. Ça, c'est les balbutiements, là, les premières notions que peut-être le contact avec la mère serait aussi c'est mieux qu'un incubateur. Oui, c'est aussi sinon plus important que juste d'être nourri puis d'être au sec. Là. Mais avant ça, le bébé nourri au sec est correct. Là. Puis pleurer. On disait, laisse-les pleurer, il fait ses poumons, mais en fait, le bébé exprime son besoin, il exprime sa détresse, il exprime. Puis il a besoin de se sentir compétent dans l'expression de ses besoins. Oui, il a besoin de se sentir compris, il a besoin de sentir qu'on est là pour répondre à ses besoins. Je sais qu'on commence à étirer. Ben écoute, oui. Allons-y.
Dis-moi. Une histoire juste pour terminer Oui. sur les pleurs de bébé et à quel point c'est leur façon à eux d'exprimer leurs besoins, finalement. Il y a un cas que j'avais lu à un moment donné. C'était un homme qui avait adopté un petit garçon. Je crois en Roumanie ou en Russie, quelque chose comme ça, mais on s'entend que les conditions d'orphelinat là-bas, là, c'était pas la grande tendresse, là. C'était 20, 25 bassinettes dans la même pièce. Puis il dit, quand il est rentré là, il y avait un silence de mort. Il y avait 25 enfants, chacun dans leur bassinette, ou 30, je sais plus c'est quoi le chiffre, tous silencieux. Tous des petits, là, des bébés, 6 mois, 1 an, 2 ans, tout petits. Personne ne disait un mot. Puis il a dit, ces enfants-là, ils sont tous résignés. Il y a personne qui pleurait parce qu'il y a personne qui venait répondre à leurs besoins. Eux, ils étaient sur un horaire, puis le staff qui était là, il avait probablement pas le temps d'aller... Ces bébés-là avaient probablement tous besoin de quelque chose. Ils avaient probablement tous soit besoin d'être changés, soit besoin d'être réconfortés, soit besoin d'être nourris. Puis il a adopté son petit garçon qui avait à peu près 1 an. Puis il dit, la première fois que mon garçon il a pleuré, j'ai su que là, il avait compris qu'on était là pour lui puis qu'on allait répondre à son besoin. Parce qu'il pleurait pas au début. T'imagines-tu comment c'est grave? Ouais. Et qu'ils aient des petits-enfants qui se disent, moi, je peux compter sur personne que sur moi-même. Donc, j'arrête de pleurer, il y a personne qui va venir. De toute façon. Ouais. Donc, je suis seule au monde, en fait. Ouais. Donc, puis ça crée aussi des Alors, patterns même à l'âge pas, adulte. je suis pas compétent pour dire que j'ai besoin de quelque chose. Quand je m'exprime, on m'écoute pas. J'en vaux pas la peine. J'en vaux pas la peine, Ma voix je mérite pas. Ma voix mérite pas d'être écoutée. Il y a personne qui est là pour moi. Je peux pas compter sur personne. Ça peut amener des convictions profondes qui nous suivent toute notre vie. Et puis moi, là, quand j'ai eu Alison, il y a 12 ans et demi, là, il y avait le 5, 10, 15 encore, populaire. On nous enseignait ça, de laisser pleurer l'enfant parce qu'il a besoin de dormir, entre guillemets. Pour qu'il s'auto-régule. Qu'il s'auto-régule, ouais. Mais en fait, ils entrent en dissociation, les enfants. Avant l'âge de 3 ans, le processus de réponse au stress est immature. L'hippocampe dans notre cerveau, qui est la structure qui stoppe la sécrétion d'hormones de stress, elle devient mature juste à l'âge de 3 ans. Puis, en fait, nous, quand on a un stress, on va avoir l'amygdale qui va envoyer un signal d'alarme pour dire « You, il y a un stress ». Là, on a l'hypothalamus qui va sécréter des hormones de stress, comme la pédale de gaz. Puis après ça, quand il n'y a plus de stress ou quand le stresseur a passé ou peu importe, là, on a notre hippocampe puis notre néocortex d'adulte qui est capable de raisonner, de dire « OK, j'ai pas raison de stresser, tout va bien, ça va. » Là, on va stopper la production d'hormones de stress puis on va revenir à notre norme. Mais chez un bébé, le néocortex est immature puis l'hippocampe aussi. Fait que ce qu'il a de besoin, lui, pour se calmer de son stress, parce que lui, il va avoir l'amygdale, il va avoir les hormones de stress, c'est ce qu'on appelle un cerveau emprunté. C'est le néocortex de l'adulte qui vient prendre le bébé, qui va dire « c'est correct, il n'y a pas de danger ». Donc, le néocortex emprunté et l'ocytocine qu'on va sécréter quand on le rassure, ça va agir comme l'hippocampe puis ça va venir stopper les hormones de stress de ce bébé-là. Puis ça, c'est jusqu'à 3 ans. Ça vient d'un autre livre extraordinaire qui n'est pas en français non plus, ça s'appelle « The Nurture Revolution » de Greer Kirschenbaum. Extraordinaire livre. Elle est neuroscientifique et doula, puis elle parle de tous les processus cognitifs de stress, de développement et de l'importance de materner nos bébés pour le développement optimal de leur cerveau. Et tout ça, ça a un impact à long terme sur notre santé mentale. C'est vraiment génial. Puis, tu sais, là, ça, j'avais déjà eu Amélie Petitmonde, là, elle a fait, justement, elle parle de cododo, elle parle de sommeil, puis toute notre culture entourant le faut qu'un enfant dorme, mettons. Ouais. Puis ça qu'elle dit dans les études, c'est en fait l'enfant qui a abandonné parce que, anyway, personne vient l'aider. Mm-hmm. Ben cet enfant-là, il se réveille autant la nuit. Oui. Fait que oui, le parent dort mieux, mais l'enfant se réveille autant la nuit, sauf qu'il se dit « Anyway, on m'écoutera pas, fait que je vais me taire. » C'est horrible. Ouais. Puis moi, dans ce temps-là, dans le temps du 5, 10, 15, puis tu sais, c'est quand même dur quand tu as une culture hyper rigide de faire autrement. Mais moi, ça a été un des moments marquants dans ma vie parce que ma fille était dans sa bassinette, puis elle a vomi. Puis elle pleurait pour me dire « Je suis malade, je vomis. » Mais c'était « Laisse-la pleurer », tu sais. Puis là, le lendemain, quand je suis venue, elle s'était rendormie dans son vomi. Arc. T'imagines-tu comment c'est grave?
Ah ouais, C'est horrible. vraiment violent, là. Fait que là, moi, ce jour-là, j'ai fait, c'est de la style merde, en fait, faire dormir, tu sais, pour moi, ça a été faire dormir un enfant. Tu sais, moi, je dors avec mes enfants jusqu'à temps qu'ils me demandent de plus dormir maintenant parce que je suis toujours là. Puis ça m'affecte tellement pas. Puis il y en a que oui. Fait que, tu sais, il faut se respecter aussi. Mais moi, ça a été ça, mon résultat. Plus jamais, j'ai plus de bassinette, j'en ai jamais eu. Ils n'ont jamais eu de chambre à eux. En fait, Jay a sa chambre depuis récemment, puis il y a 5 ans. Là. Fait que, tu sais, moi, faire une chambre de bébé, ça fait pas de sens. Mais pour moi, on l'interprète comme on veut, mais tu sais, c'est aussi ça, là. C'est grave. Il y a énormément de cultures dans le monde que la norme, c'est de dormir jusqu'à 6-7 ans avec nos enfants. Puis C'est de normal. pas dormir avec eux, c'est de la violence. Oui, effectivement. Ouais, je l'ai vu, ça. J'ai une amie qui est turque, puis j'en avais discuté avec elle, puis elle était comme, ben oui, moi j'ai dormi jusqu'à 5 ans avec mes parents, c'était normal, puis c'est inconcevable là-bas de pas dormir avec ton enfant, là. Puis au Japon, ils dorment jusqu'à 6-7 ans avec leurs enfants, dans plein de cultures, là. Ben, même les animaux, tu sais, un Les chat va animaux pas dorment dormir ensemble, avec leur bébé, ouais. C'est ça, tu peux pas C'est une dire à un question lion, de- fais dors ouais. le bébé sur la souche, puis toi, va sa roche, là, tu sais, ça fait aucun sens, là. Absolument. Puis, il y a une... ça, j'ai trouvé ça vraiment cute. C'était une conférence de Dr. Charlotte Peterson. Elle a voyagé partout dans le monde puis elle est allée questionner beaucoup les cultures les plus pacifiques dans le monde pour savoir comment ils élevaient leurs enfants puis c'est quoi qui faisait une différence d'avoir un peuple pacifique comme ça. Puis elle est allée au Bhoutan, entre autres, pour questionner. Là, l'histoire est longue, mais en gros, elle s'est retrouvée avec des experts là, en périnatalité là-bas. Elle voulait les questionner sur leurs pratiques, eux, là-bas. Puis, il y avait une médecin qui était là avec son petit bébé. Puis, ils ont parlé de tout ça d'affaires. Puis, à un moment donné, la médecin... puis, eux, c'est normal là, de dormir avec ton bébé. Il n'y a aucune question là-bas. C'est normal. Puis, tout le monde le fait. Puis, même, tu vas travailler avec ton bébé. Puis, tu as une nounou là, qui est autour pour te laisser travailler un peu. Elle t'amène le bébé quand il y a besoin. Puis, il est dans le même bâtiment que toi. Elle est médecin, puis il y avait son bébé avec elle dans le bureau d'à côté, là. Donc, c'était vraiment là... on sépare pas une mère d'un enfant. Si on adaptait le monde au bébé, Imaginez comment notre société serait différente. les rues, comment qu'ils seraient, le travail, comment qu'il serait, notre sentiment de bonheur, comment qu'il serait si tout était adapté au bébé. Ah, ça changerait la société complètement. Moi, j'y rêve, là. ouais. Puis comme je me fais des scénarios, puis mes scénarios sont beaux. Ah ouais, non, vraiment. Puis c'est ça. Puis cette médecin-là, elle a demandé à la médecin, elle dit, j'ai quand même une question à vous poser, là. Excusez-moi si je suis peut-être un peu déplacée, mais il paraîtrait, j'ai entendu dire ça, dites-moi si je suis dans le trèfle, mais il paraîtrait que les Américains, ils dorment juste 1 an avec leur bébé. Elle était scandalisée juste de ça. Puis la Dr. Peterson était comme, ouais, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Parce que ceux qui dorment 1 an, c'est vraiment beaucoup. Donc, tu sais, pour eux, là, c'était inconcevable, même juste 1 an. Fait que c'est fou comme nos perceptions, notre culture, tu sais, c'est comme on est tellement... C'est ce qui est beau de se nourrir des cultures des autres. Hein? C'est On tellement prend ce fascinant. qui est fascinant. Ouais. Non, c'est vraiment... Elle avait une amie balinaise aussi. Elle a voyagé partout dans le monde, puis elle assistait toutes sortes d'histoires, puis elle était à Bali, puis elle s'était fait une amie, puis à un moment donné, son amie était vraiment triste. Puis les balinais sont très, très maternants, là, vraiment beaucoup. Puis elle dit, « Ah, t'as l'air triste, qu'est-ce qui se passe? »« Ah, mon fils m'a demandé d'avoir sa chambre. » Elle dit, « OK, mais il a quel âge, ton fils? »« Il a juste 14 ans! » Il est si petit! C'est un chaton. Mais oui! À 14 ans, c'est des bébés chats. Mais oui, fait que, tu sais, elle était comme, wow, OK, là, on est vraiment dans des extrêmes complètement différentes. Là. Ah, mon Dieu, je vais le lire, ce livre-là. Ouais, c'est Charlotte Peterson, ça s'appelle. Je te donnerai la référence. Ouais, mais de toute façon, t'as pas le choix. Tout le monde va me demander en message privé. C'est encore en anglais, par exemple. Mais c'est pas grave, on va se forcer. Puis on a le chat GPT aussi. Mais là, écoute, il faut conclure, hein? Oui. Mais merci pour cet épisode-là. First of all, je te dirais que je suis tellement comme dans tous les sens un peu. Il y a des choses qu'instinctivement, comme ça fait vraiment du sens, mais il va falloir que je réécoute l'épisode pour comprendre tout ce qui s'est passé. J'aimerais qu'on conclue cette fois par rapport au bébé. Moi, j'aime ça savoir qu'est-ce que tu souhaites aux gens par rapport à l'épisode. Puis là, qu'est-ce que tu souhaites en fait à un petit bébé? À un petit bébé, je lui souhaite d'être accueilli dans des conditions les plus optimales, c'est-à-dire d'être conçu dans l'amour, conçu dans le désir, dans la connexion, porté dans l'amour,
enfanté dans la puissance et dans la connexion, accueilli à sa juste valeur, avec pas de séparation, avec pas de trauma, puis d'être materné, d'être accompagné pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel et développer toute son empathie et développer tout son quotient émotionnel à son maximum parce qu'on ne met pas assez d'importance sur le quotient émotionnel, puis c'est autant sinon plus important que le quotient intellectuel, selon moi. C'est beau. Puis si c'est pas le cas? On peut toujours s'aider. On souhaite à ce petit bébé-là d'avoir des outils pour s'aider puis pour aller guérir les traumas s'il y a lieu. Puis je souhaite une société où ça, c'est la priorité gouvernementale, d'accueillir des enfants du mieux possible. Parce que si on accueille des enfants du mieux possible aujourd'hui, on va avoir une société complètement différente dans 30 ans. Mais ça, je pense que c'est Winston Churchill qui a dit un politicien pense à son prochain mandat, un homme d'État pense à la prochaine génération. Oh, on finit ça demain. Voilà. Merci Laurie, c'était de toute beauté. Mélanie. Que j'ai hâte de vous écouter. Êtes-vous aussi chamboulée que moi? Est-ce que y a des choses qui font pas de sens, des choses qui font vraiment du sens pour vous? J'ai vraiment hâte de vous lire. Pour l'instant, je suis pas prête à conclure. Tu sais, d'habitude, je fais une conclusion par-dessus la conclusion. Là, je suis un peu trop chamboulée. Il va falloir que je réécoute puis je vous conclurai ça en commentaire quand je serai prête. Donc, merci d'avoir été au Canal Vaginal, les filles. Puis j'espère que vous avez trippé autant que moi sur Laurie. Merci. Espère bien.